entendu le proverbe, c'est M. Villemot qui l'a dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Coluche avait dit, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Hein, je crois que c'est quand même une précision digne d'intérêt. Alors, peut-on se rendre heureux Alors, l'idée de cette conférence, c'est de questionner notre participation active au bonheur, parce que parfois on a l'idée du bonheur comme quelque chose, entre guillemets, de subi, de reçu, de façon passive, et c'est vrai que l'étymologie nous invite à considérer le bonheur de cette façon. Bonne heure, ça veut dire bonne fortune, bonne chance, sort favorable, donc ça renvoie à un événement heureux, quelque chose d'extérieur qui nous arrive, et qui nous réjouit, qui provoque une satisfaction. Donc plutôt quelque chose d'extérieur, si vous voulez, qui ne dépend pas forcément de notre volonté, de notre action. Donc l'idée de cette conférence, c'est de questionner notre participation active au bonheur, notre façon de le susciter, de se donner toutes les chances de le rencontrer, si jamais on n'a pas le bonheur justement d'être déjà heureux ou déjà heureuse, de l'alimenter, de le prolonger, de le proroger et de le nourrir, si jamais on ressent déjà le bonheur. Alors je pense que vous en conviendrez, on peut se rendre malheureux, donc il n'y a pas de raison de penser qu'à l'inverse, on ne puisse pas quand même contribuer à son propre bonheur. En dépit de l'étymologie qui peut-être renvoie à une certaine forme de passivité par rapport au bonheur, voilà. Alors on distingue souvent le bonheur de la félicité. Alors félicité, c'est un mot qui est un petit peu désuet maintenant, mais c'est un mot qui est lié à l'étymologie latine. Félix en latin, ça veut dire heureux. Mais la félicité, bon, c'est pas forcément un mot qu'on emploie tous les jours. On distingue classiquement le bonheur de la félicité. Pourquoi ? Parce que justement, on a tendance à considérer que le bonheur, c'est un effet produit par une cause extérieure. Je vous prends un exemple. Le bonheur que me causent ces richesses. On ne va pas dire dans le vocabulaire classique la félicité que me causent ces richesses. Pourquoi ? Parce que la félicité, c'est cette capacité de se réjouir, j'allais dire indépendamment des circonstances extérieures et peut-être en dépit des circonstances extérieures. Il y a deux aspects principaux donc, du bonheur qui sont d'une certaine façon ambivalents. Il y a d'abord le bonheur au sens de l'événement heureux, de la chance favorable auquel j'ai fait référence là, au début. Et puis il y a le bonheur qu'on connaît tous, si j'ose dire, c'est-à-dire auquel on pense. C'est le bonheur comme satisfaction pleine et entière, comme contentement global envers notre existence, avec des expressions comme connaître le comble du bonheur. Donc deux aspects ambivalents, quelque chose qui serait extérieur à nous, qui serait lié aux circonstances, au sort, aux situations, et quelque chose qui pourtant serait intérieur à nous, serait lié à notre intériorité. Donc c'est comme vous savez, le dieu latin Janus qui avait deux visages qui regardaient chacun dans des directions opposées. Le bonheur, c'est un petit peu le dieu Janus de ce point de vue-là. Je vais vous poser une question, vous avez déjà, donc vous avez le temps d'y réfléchir. Vous avez 2 heures d'ailleurs sur cette question. Juste avant d'aborder cette question, peut-être une petite précaution d'usage. J'ai quand même pas la prétention de donner des recettes, une sorte de vade-mecum avec lequel vous pourriez partir en vous disant voilà, j'ai un ensemble de prescriptions, de directives pour être heureuse, pour être heureux. C'est pas du tout le thème de la conférence. Et aussi, humilité par rapport au bonheur. J'ai pas une vision volontariste du bonheur qui ferait dire qu'on peut être heureux malgré l'adversité, malgré les vicissitudes du sort, malgré les coups de la fortune, en dépit de tout ce qui nous arrive. Je ne sais pas si c'est possible. Certains ont peut-être cette force d'âme d'arriver à se réjouir en dépit de circonstances extrêmement défavorables ou néfastes. Mais quand je dis on va questionner notre participation active au bonheur, c'est pas pour dire que ça ne dépend que de nous, quand même. Je tiens à le préciser. Alors le bonheur, c'est une question importante, et la question de notre participation, notre disposition à faire ou à ressentir, elle est importante, parce que la question du bonheur, c'est une question fondamentale. Parfois même, on prétend que le bonheur, c'est le but naturel et donc universel de la vie humaine. Comme ça, un petit sondage, on est dans la période des élections municipales, donc je fais des sondages comme ça, j'ai une passion maintenant pour les sondages. Qui serait plutôt d'avis que le bonheur est le but naturel de la vie ? Personne, c'est bien. Qui ? Ah, madame ? Oui. Et monsieur, vous avez... Non ? Quelqu'un a levé la main ? Vous aussi. Alors vous êtes 3, c'est ça ? Vous n'êtes donc pas la majorité. Ce qui ne veut pas dire que vous ayez tort, vous avez sans doute raison d'ailleurs. Voilà.
par rapport à la majorité, non, je plaisante, mais ça me surprend un petit peu parce que c'est plutôt une idée convenue, que le bonheur, c'est le but naturel de la vie. On trouve ça d'ailleurs très souvent dans la philosophie, chez beaucoup d'auteurs, et chez des auteurs anciens, chez Platon, dans un dialogue qui s'appelle Eutydème, il pose la thèse, voilà, l'idée que le bonheur, c'est le but naturel de la vie. Chez Aristote, je vais y revenir, je vais projeter une phrase d'Aristote, un extrait célèbre. Donc on trouve ça dans l'Antiquité gréco-latine, et on trouve ça aussi dans l'ère chrétienne. Blaise Pascal reprend cette thèse à son compte, avec cette fameuse formule que vous connaissez peut-être: tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Donc on trouve ça au XVIIe siècle, on trouve ça jusqu'au XXe siècle, cette affirmation, elle parcourt toute la philosophie. Un auteur comme Bergson, sur lequel je vais revenir, défend la thèse que le bonheur est le but naturel de la vie, et que c'est même la vie qui nous donne un indice sur la façon que nous avons de poursuivre le bonheur. Cet indice, je vais y revenir tout à l'heure. Donc ça me surprend que vous soyez si peu nombreux à défendre cette thèse. Petite précision d'ailleurs sur Aristote, j'ai choisi cette phrase parce qu'elle est particulièrement emblématique. Elle est tirée de son livre Éthique à Nicomaque. Quel est le souverain bien de notre activité? Sur son nom au moins, il y a assentiment presque général, c'est le bonheur. Alors pourquoi souverain bien? Parce que Aristote dit la chose suivante: le bonheur, c'est le but ultime, et qui se suffit à lui-même, ou si vous voulez, qui n'est pas désiré pour autre chose que lui-même. Pourquoi? Parce que, alors je vous cite Aristote, je ne vous demande pas d'être d'accord avec lui, mais je vous explique simplement la raison pour laquelle il appelle la vie heureuse, qui est aussi une vie vertueuse d'ailleurs pour lui. Pourquoi il l'appelle le souverain bien? Parce qu'il nous dit la chose suivante: pourquoi est-ce qu'on désire l'intelligence? Pourquoi est-ce qu'on désire les richesses? Pourquoi est-ce qu'on désire la santé? Pourquoi, on pourrait dire, je pourrais ajouter d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, toutes les choses qu'on peut désirer. Aristote dit parce que ces choses valent pour elles-mêmes. Ça vaut pour soi-même d'être intelligent, d'être intelligente, d'être en bonne santé, d'avoir des conditions financières favorables, etc., de ne pas être dans le besoin ou dans la gêne. Mais Aristote dit toutes ces choses sont désirées à la fois pour elles-mêmes et pour autre chose. On les désire parce qu'on pense qu'on va être heureuse, qu'on va être heureux en étant en bonne santé, en ayant une sagesse, une intelligence pour raisonner nos désirs, etc., ou notre vie. Mais le bonheur n'est pas désiré pour autre chose que lui-même. Si vous faites un micro-trottoir et que vous demandez aux gens qui sont dans la rue qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie, et si la personne dit être heureux, être heureuse, et que vous lui demandez pourquoi, la personne elle va dire pour être heureux. Elle va dire, peut-être employer des synonymes, pour être contente, pour être accomplie, pour connaître un sentiment de satisfaction, elle va donner des synonymes du bonheur. Ça veut dire que le bonheur, c'est pour Aristote le souverain bien. Alors, je ne sais pas si le bonheur, c'est le but naturel et universel de la vie. D'ailleurs, la majorité de la salle, visiblement, ne le pense pas. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui ont battu en brèche un peu cette idée, avec l'idée que la vie en nous désire peut-être quelque chose qui dépasse le simple bonheur individuel, et que peut-être l'individu, finalement, poursuit des buts qui le dépassent lui-même. Je ferme là la parenthèse, c'est pas un chemin que je vais emprunter, mais je ne sais pas si c'est un but naturel et universel, mais en tout cas c'est une des grandes questions de l'existence. Qui pourrait prétendre qu'il ne fait pas cas, absolument pas cas du fait d'être heureux, du fait d'être heureuse? Je crois que ce serait quand même un petit peu difficile, surtout dans nos sociétés contemporaines. Et justement, autre question qui vous est destinée, si je vous dis le bonheur est une injonction contemporaine, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Un impératif de nos sociétés, oui? Ou alors est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Ah, monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Peut-être, je ne sais pas si Pascal peut passer le micro. Je pense tout simplement que le temps n'a pas à voir grand-chose dans le bonheur. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle ou au XIIe siècle, tout le monde cherche le bonheur, et on recherchera encore un siècle ou deux. Oui, l'époque n'est pas fondamentale dans notre souhait d'être heureux. Mais j'entendais, oui, je pense que vous avez tout à fait raison, les personnes souhaitaient échapper au moins à ce qu'on appelait à l'époque de façon classique le déplaisir. Mais est-ce que c'est pas à notre époque que le bonheur devient une injonction? C'est-à-dire il faut être heureux,
il faut être heureuse, si on n'est pas heureuse, si on n'est pas heureuse, on a raté sa vie, ou ça va pas bien. Est-ce que, quand je vous dis ça, vous êtes plutôt d'accord, ou certaines personnes le sont? Oui, madame. Moi, je trouve que l'ensemble des personnes visent plus à leur réalisation qu'à leur bonheur. Réalisation. Moi, je suis frappée que ce soit comme injonction la bouffe, le sexe, le pouvoir, l'argent, le confort. Et que est disparu liberté, égalité, fraternité, même sororité, ça on n'en parle plus. Mais alors, par contre, la bouffe, le sexe, le pouvoir, la satisfaction, la réalisation. Et le bonheur, c'est pas parce qu'on bouffe et qu'on a du bonheur. Ben, moi, Alors vous faites référence, alors si je vous cite, parce que je ne veux pas quand même déformer vos propos, la bouffe, le sexe, le pouvoir et le confort. Et le confort. On se réalise dans le confort. C'est mal, j'en conviens, mais ça me fait penser, vous savez, dans l'introduction, au début de la Divine Comédie de Dante, c'est pour montrer que c'est quand même pas si récent que ça. Peut-être qu'il y a un plus grand conformisme sur ces questions, qu'auparavant il y avait une dimension spirituelle ou transcendante qui peut-être manque à nos sociétés contemporaines. On est plus matérialiste ou consuméristes. Mais au début de la Divine Comédie de Dante, vous savez, les trois bêtes que Dante affronte avant d'être poussé vers la porte des enfers, où il commence son périple et commence à entrer dans les enfers, ces trois bêtes qui symbolisent le sexe, le pouvoir et l'argent. Donc on ne peut pas dire que, si vous voulez, soit une invention contemporaine, même si je vous comprends, vous êtes un peu à cheval là-dessus. Alors pourquoi est-ce que je parlais de l'injonction contemporaine? Parce que y a une dimension aussi marketing, c'est-à-dire je prends un exemple tout simple, on va faire les courses et quand on voit des affiches de personnes, de publicités, de personnes qui font les courses, je ne sais pas si vous voyez ce type d'affiches ou de publicités, les gens sont dans une forme d'hilarité, de bonheur, ils rient à pleines dents. Alors je ne sais pas si vous êtes comme eux, un peu des ravis de la crèche en poussant le caddie comme ça, vous réalisez peut-être dans cette activité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée que si on n'est pas heureux ou pas heureuse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'on peut aussi ne pas être heureuse sans être particulièrement malheureux. Ça arrive aussi, voilà. Donc il y a quand même l'idée que ça fait partie de réussir sa vie, avec, comme disait Jacques Séguéla, le fait de posséder une Rolex. Je pense à vous, madame, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais il y a cette idée-là. Est-ce que le bonheur est un idéal individuel ou individualiste, voire égoïste? Je ne sais pas si vous avez cette vision-là du bonheur, quelqu'un qui privilégie son bonheur, son accomplissement, qui veut faire son bonheur, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est un idéal individuel ou c'est un idéal individualiste? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble par nature être quelque chose de centré sur l'individu, tout simplement, ou pas du tout? Je vois des personnes qui hochent la tête, qui sont plutôt d'accord avec cette idée. Alors ceux qui n'hochent pas la tête, qui ne dit mot consent, donc je suppose que vous êtes d'accord aussi. Oui, en tout cas, alors moi ça me fait penser, il y a une célèbre phrase de Pierre Kropotkin, qui était un anarchiste célèbre, qui dans un livre qui s'appelle La morale anarchiste, à la fin, dernier chapitre, le chapitre 10, remarque effectivement on peut être heureux en dépit des autres, voire au mépris des autres. Mais est-ce qu'on peut vraiment être heureux dans une société qui est malheureuse? Est-ce qu'on peut vraiment être heureux dans une société inquiète, angoissée, etc. La question se pose, attention, la question se pose, il est sans doute possible pour certains d'éprouver du contentement, mais ce que dit Pierre Kropotkin, et là où je le trouve très intéressant, c'est que ne pas réussir à se réjouir du bonheur des autres, et ne pas comprendre qu'on est plus heureux ou plus heureuse dans une société heureuse, c'est avoir une vision étriquée de l'existence. Et donc il alerte un petit peu sur ce point. La dernière mention avant de rentrer dans le dur, si j'ose dire, dans le vif du sujet. Est-ce que le bonheur est indéfinissable? Alors ça, c'est parfois une thèse qu'on rencontre chez certains auteurs de la philosophie, le plus célèbre étant Emmanuel Kant, qui prétend que d'une certaine façon, on n'arrive pas à savoir ce que veut dire être heureux, être heureuse. J'allais dire, on est mal barré, parce que si on veut être heureux, si on cherche le bonheur, si on le poursuit, qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, ça va être un petit peu compliqué. Alors, c'est une thèse qui est défendue. Par contre,
Je vous donne une phrase très célèbre de Kant, tirée de son livre Le fondement de la métaphysique, des mœurs, fin du XVIIIe. Le concept du bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, vous voyez, lui, il n'est pas d'accord avec vous, il pense que tout homme veut être heureux. Personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. Alors ça renvoie à l'incohérence des désirs, ça renvoie à la difficulté de se sonder soi-même, ça renvoie peut-être aux fluctuations du cœur, ça renvoie aussi à quelque chose de fondamental, c'est que le bonheur est un idéal de l'imagination et c'est pas un concept définissable, si vous voulez, de façon purement objective. Alors, malgré tout le respect que j'ai pour Kant, qui est un immense penseur, je trouve que c'est pas forcément, la pensée n'est pas forcément décisive, hein. On peut peut-être émettre des conditions minimales pour être heureux, pour être heureuse. C'est difficile de prétendre qu'on est heureux ou heureuse si déjà on ne s'autorise pas à être, à exister, à agir, à ressentir. Donc il y a peut-être quand même des conditions minimales qui constituent l'état qu'on appelle être heureux. Mais c'est une thèse qui existe et bon, elle vaut d'être mentionnée. Quels sont les 3 chapitres que j'ai prévus? Les voici. Premier chapitre, cultiver la joie. On va poursuivre cette idée de joie comme étant l'indice que la vie a réussi, l'indice que c'est cette chose qu'il faut poursuivre avant tout pour connaître le bonheur. Deuxième chapitre, apprendre à être heureux, apprendre à être heureuse. Apprendre entre guillemets, je n'ai pas mis les guillemets, mais on pourrait mettre les guillemets, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée. Apprendre. Qu'est-ce qu'on doit apprendre si cette idée-là a de la valeur? Apprendre à être heureux. Ou bien pour vous, on ne peut pas apprendre à être heureux, à être heureuse. Peut-être que pour vous, c'est le cas. Mais si pour certains d'entre vous, on peut vraiment apprendre quelque chose qui nous rend heureux, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on apprend? Sachant que le bonheur, c'est pas un métier qu'on peut apprendre comme on apprend un métier. Alors il y avait un écrivain célèbre italien, Cesare Pavese, qui avait écrit Le métier de vivre. Bon, mais c'est pas un métier. Mais on peut peut-être apprendre des choses qui nous permettent de travailler notre aptitude à être heureuse, à être heureux. Puis troisième chapitre, de quoi faut-il se défaire? Parce que pour faire son bonheur, peut-être faut-il se défaire de certaines choses. Et si oui, de quoi faut-il se défaire? Vous êtes prêts? Oui, c'est bon? Voilà. Même si vous ne l'êtes pas, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein, mais je vous pose quand même la question, je trouve que ça fait une belle interaction. Je pars d'une hypothèse, je suppose qu'il y a une différence entre le bonheur et le plaisir. Ah, alors, on peut ne pas être d'accord avec cette hypothèse, et c'est tout à fait entendable de ne pas être d'accord avec cette hypothèse. Mais je pars de cette hypothèse, à savoir que le bonheur n'est pas identique au plaisir. Est-ce que quelqu'un ne serait pas d'accord avec cette idée? Il pourrait nous dire éventuellement pourquoi, si cette idée n'est pas partagée par vous. Avant que je présente quand même des arguments pour défendre cette hypothèse de départ, à partir de laquelle on va pouvoir développer un certain nombre de considérations. Est-ce qu'il y a certaines personnes parmi vous qui pensent que le bonheur c'est plutôt de l'ordre du plaisir, une somme de plaisirs, un agrégat de différents plaisirs, grands ou petits d'ailleurs, qui font qu'on atteint un état global de satisfaction ou de bonheur? Ou bien pour vous, il y a une distinction à faire entre le bonheur et le plaisir? Vous êtes de... Oui, monsieur. Je suis assez d'accord sur l'idée, effectivement, le bonheur, c'est pas du plaisir. Alors c'est pas, je dis pas que le bonheur c'est pas du plaisir, c'est bien dit. C'est pas que le plaisir, voilà, parce que j'allais dire. Effectivement, ça veut pas dire que c'est par exclusion, ça veut pas dire que si quelqu'un a du plaisir, la personne n'est pas heureuse, et inversement, mais oui, tout à fait. Et monsieur, derrière, vous leviez aussi la main. Tout dépend de la définition du plaisir. Ah, c'est-à-dire un plaisir individuel, un plaisir partagé, et que le bonheur, est-ce qu'il est compensé par ce plaisir? Est-ce que le bonheur est compensé par ce... C'est-à-dire l'absence de bonheur, quand on n'est pas heureux, on se satisfait du plaisir? C'est ça que vous voulez dire? D'accord. Alors vous marquez un point parce que c'est vrai qu'on a tendance à caricaturer le plaisir. Je ne veux pas caricaturer le plaisir. Le plaisir n'est pas que l'envers de la douleur. Le plaisir n'est pas que physiologique. Alors évidemment, on mange une bonne glace, là il commence à faire chaud, donc
mais j'imagine que vous avez déjeuné, donc normalement ça ne vous donne pas faim forcément tout de suite, mais on mange une bonne glace, on éprouve du plaisir, ça c'est physiologique, on prend les rayons du soleil, on a plaisir à être dehors, à sentir la caresse du soleil. Ça c'est un plaisir qui est physiologique, qui est un petit peu le revers ou l'analogue de la douleur sur le plan de la sensibilité. Mais il y a des plaisirs qui sont raffinés, sophistiqués, qui sont plus indirects. Je prends par exemple le plaisir esthétique. Vous avez un plaisir esthétique à voir quelque chose qui vous plaît, ou vous avez un plaisir cognitif. Je sais pas, vous avez un plaisir à comprendre un problème. Vous avez un plaisir pour les personnes qui sont un peu matheuses à résoudre des problèmes de maths. Voilà, il y en a qui éprouvent beaucoup de plaisir, ou à, je sais pas, à réaliser une partie d'échecs, etc. Donc le plaisir, il n'est pas que physiologique, il est de différentes natures. Mais je pars quand même de cette hypothèse qu'il y a une différence entre le bonheur et le plaisir. Alors je vous donne deux grandes définitions du bonheur pour qu'on sache... Pardon madame ? Je vous ai coupé l'herbe sous le pied, ça arrive aussi, ça fait partie de la conférence. Le plaisir de vivre, c'est pour moi l'absence de douleur physique et l'absence d'angoisse métaphysique. D'accord, pour vous, le plaisir de vivre, c'est l'absence de douleur physiologique et d'angoisse ou de peine psychique. Tout à fait, mais ça c'est une grande définition du bonheur qui n'est pas le plaisir mais l'absence de souffrance. Hein. Alors il y a un auteur, si vous me validez c'est bien, il y a un auteur antique qui est Épicure qui l'a bien formulé. Épicure parlait d'absence de douleur physique, aponie, et absence de douleur psychique, ataraxie. Et puis on trouve aussi un tenant de cette thèse, de cette définition négative du bonheur avec Schopenhauer, auteur du 19e siècle. Le bonheur serait d'abord une absence de souffrance. Alors c'est assez... Oui, alors, attendez, je vous donne une définition, je ne suis pas en train de vous dire, elle a des limites. Elle a plusieurs limites, pourquoi ? Parce que si on entre vraiment... je vous donne un exemple. Évidemment, ça a des conséquences. Par exemple, si vous êtes Schopenhauer, Schopenhauer considère que le plaisir, pour éprouver du plaisir, il faut d'abord avoir éprouvé de l'inconfort, voire de la douleur. Je prends un exemple très simple, vous désirez ardemment quelque chose. Le désir est une tension qui cherche à se satisfaire, qui cherche à se dénouer, qui cherche à s'assouvir. Le désir n'est pas très confortable, parce que si le désir n'est pas satisfait, on aboutit à ce qu'on appelle la frustration. Donc il y a une tension psychique, il y a une tension nerveuse, il y a un inconfort qui vous fait agir pour aller satisfaire ce désir. Et plus ce désir est grand, plus cet inconfort est grand, plus le plaisir qui va naître, l'assouvissement va être grand. C'est-à-dire que le plaisir, il s'achète du prix de la douleur, et l'intensité du plaisir dépend directement de l'intensité de l'inconfort qui l'a précédé. Mais le bonheur, c'est pas du plaisir. Le bonheur est une absence de souffrance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une conclusion un peu cruelle pour Schopenhauer, c'est qu'une heure de bonheur compte moins pour la sensibilité humaine que quelques minutes de souffrance. Pourquoi ? Parce que finalement, le bonheur, au sens strict du terme, c'est une absence. C'est une absence et parfois, justement, il n'est pas ressenti. C'est-à-dire que vous êtes très heureuse, très heureux, puis vous ne voyez pas le temps passer, vous ne ressentez pas le cours du temps, vous dites « Ah ben voilà, j'ai pas vu le temps passer ». Alors que si vous souffrez intensément, je veux dire que chaque seconde va compter beaucoup. Donc, ça, c'est une définition possible du bonheur. Le bonheur, c'est d'abord l'absence de souffrance. Bon, ça, c'est une thèse qui a ses limites. Il y a des définitions positives du bonheur. Je vous en propose 3. Première définition, le bonheur, c'est le contentement. Savoir se contenter d'eux. Ça veut dire que le bonheur, c'est pas simplement l'ensemble des plaisirs qu'on éprouve, c'est notre capacité à se contenter de l'ensemble des choses qui nous satisfont, qui peuvent nous satisfaire. Vous pouvez avoir beaucoup de plaisir, pléthore de plaisir, et ne pas en être satisfait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bonheur ne peut pas se réduire au plaisir, il est au moins à minima une relation qu'on a au plaisir qu'on éprouve. Il faut déjà au moins s'en contenter pour aboutir au contentement. Alors ça demande peut-être des qualités comme la tempérance, la modération, etc. Mais en tout cas, c'est déjà une première différence entre le bonheur au sens positif et le plaisir. Autre différence, il y a un aspect qualitatif dans le bonheur. Le bonheur, je prends l'exemple de la joie. Je prends l'exemple des personnes, peut-être que vous en connaissez, peut-être que c'est votre cas, il y a des personnes qui ont la joie de vivre. C'est pas simplement du plaisir. Elles ont la joie de vivre. C'est un peu différent.
Et je vais rester un peu sur ce fil direct, sur ce fil conducteur de la joie pour continuer à creuser cette idée qu'on peut se rendre heureux, faire son bonheur en poursuivant cet indice qu'est la joie. Puis autre définition positive du bonheur, le bonheur c'est une satisfaction, un accomplissement, donc attention, alerte rouge si j'ose dire. Le bonheur c'est un idéal, le plaisir c'est une réalité. Vous pouvez coincer quelqu'un entre quatre yeux et puis demander à la personne est-ce que ça te fait plaisir si je sais pas, je te prépare quelque chose à déjeuner, est-ce que ça te fait plaisir si on va se promener? La personne, ça lui fait plaisir, ça lui fait pas plaisir, elle peut vous donner. Mais si vous lui posez la question, est-ce que tu es, à cette personne, est-ce que tu es heureuse? La réponse n'est pas si facile. Pourquoi? Parce que le bonheur, il a cette notion de totalité. Il est englobant, il est existentiel, le bonheur. Le plaisir, il est plus local, il est plus circonstanciel, il est plus fragmentaire. Il est, comment dirais-je, plus certain. Des choses vous font plaisir, des choses ne vous font pas plaisir, mais savoir si vous êtes heureux ou heureuse, c'est un jugement de valeur. C'est pas le cas du plaisir, hein, qui est un jugement de fait. C'est un jugement de valeur qui, lui, implique une idée d'idéal. Peut-être que vous avez une idée de ce que vous devez connaître dans votre vie pour vous estimer heureux ou heureuse ou ayant atteint une satisfaction globale qui fait que vous dites que vous avez atteint une forme de bonheur. Ça veut dire que vous voyez, il y a plusieurs choses qui distinguent quand même le plaisir du bonheur. Il y a la durée. On peut difficilement dire que quelqu'un est heureux entre midi et 2 dans sa vie. Vous voyez, généralement quand quelqu'un est heureux, il y a une certaine épaisseur de temps, une certaine dimension de... Même si j'espère que vous êtes heureux aussi entre midi et 2, ça n'empêche pas, hein, voilà. Il y a aussi une notion d'intensité, c'est-à-dire qu'il y a un certain degré de satisfaction et il y a une pluralité d'aspects de l'existence. Une personne qui est vraiment heureuse, généralement, c'est une personne qui vit dans une forme d'harmonie où les choses, comment dirais-je, concordent pour elle. J'aime bien cette définition de Kant, encore lui. Le bonheur est l'état dans le monde d'un être raisonnable parce qu'il peut réfléchir à sa propre condition. C'est ça le bonheur, hein, de pouvoir se dire heureux, c'est de pouvoir réfléchir à sa propre condition. Le bonheur est l'état dans le monde d'un être raisonnable à qui dans le cours de son existence tout arrive selon son souhait et sa volonté. Alors je vous rassure, ça n'arrive jamais. Il est vache de définir les choses comme ça parce que... Mais ce qui est intéressant, c'est que ça formule une grande idée du bonheur, c'est-à-dire on est heureuse, on est heureux quand il y a une rencontre, une adéquation, une concordance, j'ai parlé de concordance ou d'harmonie, entre ce que vous espérez de la vie, de l'existence, et ce que la vie vous donne. Entre vos souhaits, vos espoirs, vos désirs, et ce que vous connaissez. Il y a une rencontre. Il y a rencontre ou il n'y a pas rencontre, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, et cette formule renvoie bien à cette notion d'idéal, de totalité, qui peut-être est un absolu, qui est inatteignable. Évidemment, on ne peut pas prétendre atteindre parfaitement cette satisfaction globale. Il y a deux conséquences, c'est que pour faire son bonheur, il faut rechercher des causes de joie et se défaire des causes de tristesse. Je commence par un paradoxe, avant de passer à la joie, à cette question de la joie. Est-ce que vous êtes d'accord que parfois, pour faire son bonheur, il n'y a rien à faire que de prendre conscience qu'on est déjà heureuse, qu'on est déjà heureux? Je reformule ma question. Est-ce que vous êtes d'accord que parfois, on peut être heureux sans le savoir? Oui? Non? Qui pense qu'on peut être heureux sans le savoir? Ah, quand même, une majorité. C'est quand même une majorité. Qui pense le contraire? Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me dire pourquoi vous pensez que c'est pas possible d'être heureux sans le savoir, sans en avoir conscience? Est-ce que, madame, c'est plus une émotion qu'on ressent? Et donc si on la ressent, on en a conscience. Oui, mais c'est un très bon argument. Si le bonheur est une émotion, comment ne pas être conscient de cette émotion? Et comment prétendre qu'on peut être heureux, heureuse, sans le savoir? Est-ce que quelqu'un a la réponse à cet argument ou pas? Non? Oui, monsieur?
Attention parce qu'il y a une énorme pression. La salle, quand même, ils sont assez exigeants aujourd'hui. Donc, Quand on a un but, quand des fois le destin fait qu'on arrive à un but sans s'en rendre compte, et qu'on est conscient que ce destin nous convient. quand on atteint un but et qu'on n'a pas conscience même d'avoir atteint un certain degré de ce qui devrait être une satisfaction. Et... D'être de vie, et puis bon, on est bien dans la vie. De, pardon ? Et qu'on est bien dans la vie. Ah voilà, qu'on est bien dans la vie, qu'on a tout pour être heureux et qu'on n'arrive pas à avoir cette conscience du bonheur et qu'il nous manque cette conscience pour l'être pleinement. C'est une autre façon de faire. Alors, oui Nicole ? Parfois on s'en rend compte qu'après. Ça parle à certains là. Je vois qu'il y a un écho dans la salle. Bien joué. Ça c'est très Schopenhauerien. Hein. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'enfuit, si vous voulez. Dernière participation, oui madame. Je pense que le bonheur il est individuel, il n'est connu que par la personne elle-même, et je ne comprendrais même pas comment les autres peuvent juger du bonheur de l'autre. Comment les autres pourraient-ils juger du bonheur de l'autre et lui dire « tu es heureux mais tu ne le sais pas ». D'accord. Alors je commence. Je vais arrêter d'employer le mot « commencer » parce que ça fait déjà une demi-heure que je déblatère. J'aime bien cette phrase de Montesquieu, il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent, lors même qu'ils en jouissent. Alors la thèse de Montesquieu, il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent, lors même qu'ils en jouissent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour Montesquieu, alors à tort ou à raison, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément être d'accord avec lui, mais je suis simplement en train de creuser ce paradoxe que, puisque l'intitulé c'est « Peut-on faire son bonheur ?», parfois, il n'y a peut-être rien à faire que de prendre conscience que le bonheur est là, mais inaperçu. Là, mais inaperçu. Alors, c'est un grand thème de la philosophie de Leibniz qu'on peut avoir une sensation sans s'apercevoir de la sensation qu'on a. Donc, c'est pour répondre un peu à madame qui disait c'est une émotion, on le ressent, et voilà. Mais, en tout cas, c'est l'idée que je ne sais pas si on peut être heureux sans le savoir, mais on peut difficilement jouir de son propre bonheur si on ne le sait pas. Et il y a des personnes qui ont cette aptitude, ce don, qui est que quand ils arrivent dans une situation, quand ils vivent une situation qui est plaisante, ils ont la capacité de s'arrêter, si vous voulez, dans le fil de l'action, et de se dire « qu'est-ce qu'on a de la chance quand même, hein. Qu'est-ce qu'on est bien ?» Et il y en a d'autres qui sont un peu comme moi, le nez dans le guidon, qui sont en train de se dire « mais qu'est-ce qu'il y a à faire après ?» Donc c'est une grande capacité que de s'arrêter et de prendre conscience, si vous voulez, de ce bonheur qui est peut-être là et qui ne demande qu'à être aperçu pour être éprouvé. Qu'est-ce qui vous cause de la joie ? Ça c'est une grande question, parce que j'ai dit finalement, si le bonheur est différent du plaisir, il y a un aspect qualitatif du bonheur. J'ai parlé de la joie de vivre. La joie, ça n'est pas que du plaisir. Ça peut être du plaisir, mais c'est encore autre chose, la joie. Il y a quelque chose de différent dans la joie que dans le simple plaisir. C'est peut-être la question qui est l'une des portes qui ouvre vers le bonheur ou la connaissance du bonheur. Qu'est-ce qui peut causer de la joie ? Pas simplement pour vous à titre individuel, mais je dirais de façon plus générale, plus générique pour les êtres humains. Quelles sont les grandes causes de joie dans une vie humaine ? Est-ce que vous pourriez énoncer quelques causes de joie importantes dans une vie humaine, dans une existence ? Madame ? La paix ? Être en paix ? Ou connaître la paix ? Que le pays soit en paix. Que le pays soit en paix, je dirais que ça, c'est une condition de la joie plutôt qu'un facteur direct, mais une condition tout à fait déjà de sécurité personnelle. Oui, monsieur. Une naissance, un heureux événement, comme on dit, oui. Une rencontre. La création de quelque chose qui aboutit. Une création ou une naissance, une rencontre, quelque chose de nouveau qui vient provoquer quelque chose qui n'était pas prévu peut-être. Une réussite, un match de foot. Une réussite, un match de foot. Pourquoi pas on peut
être ici et éprouver la joie d'être, d'exister, puis de participer à un moment vécu. Il y a un auteur qui est important sur cette question, qui est Bergson. Alors Bergson, je ne pense pas vous en avoir mis un extrait, mais je vais citer un passage tiré d'un livre de Bergson qui s'appelle « L'énergie spirituelle ». Et Bergson dit la chose suivante: les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et la destinée de l'homme, spéculé, donc, et là il va les ramener sur Terre. Donc les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la vie a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. La vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Bergson nous dit, arrêtez de partir dans les nues des spéculations, regardez autour de vous, la vie vous donne la réponse. Je poursuis le texte. Elle nous avertit par un signe que notre destination, le mot est fort, destinée, destination, ce pourquoi nous sommes faits, que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Et il ajoute, la joie annonce toujours que la vie a gagné du terrain, qu'elle a réussi, toute joie a un accent triomphal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Bergson, la joie, c'est l'indice de là où se trouve le bonheur. Alors, je vais vous dire, c'est difficile, même s'il y a de grandes causes de bonheur dans l'existence humaine, on en a cité, la naissance d'un enfant, la création d'une chose importante qui finit par être accomplie, une rencontre importante qui va peut-être changer le cours de votre vie, le match de foot, comme disait madame, ce sont des événements importants d'une vie ou d'une semaine, d'un calendrier sportif. On ne peut pas savoir pour les différents individus ce qui leur cause le plus de joie. Mais c'est la voie pour Bergson à poursuivre, à ne pas étouffer, parce que parfois la vie nous donne des signes. Vous savez, c'est comme les symptômes en médecine, il y a ce que le corps nous dit et que peut-être on ne veut pas entendre, et il y a ce que la vie nous dit et qu'on ne veut parfois pas voir, parce qu'on n'avait pas prévu, ça ne rentre pas dans le cadre mental prédéterminé qu'on avait dressé. Et ce que nous dit Bergson, c'est que la vie nous donne la réponse. C'est la fameuse formule de John Lennon, je ne sais plus quelle était la question, mais l'amour est la réponse. Bergson dit un peu, la vie donne la réponse, c'est là où vous éprouvez de la joie. Alors, quels sont les grands axes de cette joie pour Bergson? C'est le créer. Monsieur a parlé de création tout à l'heure. Créer, accomplir, réaliser. Alors ça peut être la création de quelque chose je sais pas, de manuel, ça peut être réaliser quelque chose dans son jardin, ça peut être une œuvre d'art, évidemment. Bergson cite les grands artistes qui arrivent à une joie profonde dans l'existence quand ils arrivent à réaliser par leur œuvre quelque chose d'accomplir, si vous voulez, quelque chose d'important. Ça peut être évidemment une grande découverte, nous dit Bergson. Ça peut être simplement le fait de monter une affaire, un commerce, une entreprise, de faire en sorte qu'une activité existe et qu'on la fasse réussir. Ça veut dire, on parlait de création, on peut parler aussi de procréation, de faire naître un enfant et pas simplement de le faire naître, mais de l'accompagner dans l'existence, de l'élever, de l'éduquer et de le faire s'accomplir au-delà de nous et après nous. Donc ça, ce sont les grandes causes de joie de l'existence humaine. J'en ajouterai certaines. Il y a la création, la récréation, l'humour, le rire aussi, qui procure de la joie. On parlait, j'ai entendu partage tout à l'heure, les plaisirs partagés. C'est aussi les moments de rire, les moments d'humour. L'amour, bien sûr, fait partie des grandes joies et des grandes souffrances peut-être, mais des grandes joies de l'existence humaine. Donc, première grande réponse à cette question, j'allais dire de façon un peu médicale, de symptômes. La vie me donne la réponse, est-ce que je l'écoute ou pas? Parce que la question est de savoir, peut-être que la vie me donne toutes les réponses et que je ne veux pas les entendre ou me laisser guider. Aussi, peut-être, c'est possible. Je passe au deuxième chapitre, apprendre à être heureux, à être heureuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'on peut apprendre à être heureux, à être heureuse? Et si oui, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on doit apprendre pour apprendre à être heureux, à être heureuse? Est-ce que ça a un sens pour vous? Ou bien est-ce que vous trouvez que c'est une formule toute faite? Vous dites non, on ne peut pas apprendre. Soit on est heureux, soit on est heureuse. Soit on n'est pas heureux, soit on n'est pas heureuse. Et puis il n'y a pas d'objet d'apprentissage, il n'y a pas de
de capacité de progresser dans ce domaine. Qui pense que soit on peut apprendre, soit on ne peut pas apprendre? Est-ce que vous avez une position là-dessus? Est-ce que cette notion vous parle déjà, à vue de nez? Je refais un sondage pour ces élections municipales. Est-ce que, à vue de nez, vous êtes plutôt d'accord avec l'idée qu'on peut apprendre à être heureux, on peut apprendre à être heureuse? C'est moins marqué que tout à l'heure. Il y a plus d'opposition, si j'ose dire. Nous devons apprendre à être dans la paix. Si on n'a pas fait l'apprentissage de la paix, on ne peut pas faire cet apprentissage du bonheur. La paix, c'est quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure. Alors la paix, ça va très loin, parce que ça nous ferait anticiper déjà sur le chapitre 3, qui est pour faire son bonheur, il faut aussi se défaire. Quand je pense paix, alors Madame a dit tout à l'heure la paix à titre civil, mais il y a aussi, je donne une définition qui est très célèbre du pardon, qu'on trouve chez Thomas Hobbes, qui est un penseur du XVIIe siècle. On la trouve dans le Léviathan. Dans mon souvenir, c'est le livre 1, chapitre 15, à vérifier, qui dit la chose suivante, finalement, qu'est-ce que pardonner si ce n'est accorder la paix? Parce qu'il y a la paix intérieure. Être en paix, c'est aussi avoir pardonné. Peut-être que dans le cours d'une vie, on apprend peut-être parfois aussi à pardonner. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps pardonner ou de façon inconditionnelle, parce que je cite Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, il donne 4 conditions pour pardonner, qui peuvent ne pas être remplies. Mais il y a cette idée que peut-être on peut apprendre des choses qui nous disposent à être heureuses, à être heureux. Madame, vous vouliez dire quelque chose derrière? Peut-être qu'avant d'apprendre à être heureux, il faudrait apprendre à être. Il faudrait déjà apprendre à être, tout à fait. C'est une bonne... Qu'est-ce que ça veut dire être pleinement? Alors, je prends un exemple célèbre. Je cite un auteur que j'ai déjà cité, qui est Schopenhauer. Schopenhauer, lui, considère que pour être heureux, pour être heureuse, il faut apprendre à être soi-même. Apprendre à être soi-même, c'est-à-dire apprendre ce qu'on veut et ce qu'on peut dans l'existence. Schopenhauer nous dit... On part tous avec un caractère, un tempérament, une personnalité, une tournure d'âme, d'esprit, de sensibilité. Il y a tous les caractères possibles, toutes les nuances de sensibilité ou de caractère. Mais le problème, nous dit Schopenhauer, c'est qu'on ne se connaît pas soi-même quand on est un jeune homme, une jeune femme. On part avec des idées un petit peu générales sur ce que doit être l'existence. Et puis la vie nous apprend, on parlait de la joie tout à l'heure, là où nous sommes comme un poisson dans l'eau, et là où nous ne sommes pas bien, ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Et on finit par s'avouer qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on peut, les choses qui sont à notre mesure et les situations de vie qui nous conviennent et qui sont faites pour nous, on pourrait dire là où est notre place. Et Schopenhauer nous dit, c'est ce qu'il appelle le caractère acquis, c'est la connaissance acquise de son propre caractère. Certes, le caractère pour Schopenhauer est donné dès le début, voilà, mais en même temps, la connaissance qu'on a de ce caractère, cette connaissance, elle est gagnée dans le fil de la vie. Et c'est ça qu'on apprend et qui nous dispose à aller chercher, si vous voulez, les choses qui nous conviennent le mieux et qui nous disposent le plus à être heureuse ou à être heureux. J'ajouterais aussi... Le premier apprentissage, c'est l'éducation. Le premier apprentissage, c'est l'éducation, tout à fait. L'éducation familiale joue beaucoup dans le j'allais donner un mot qui est assez lourd, dans le conditionnement de l'individu, dans les dispositions acquises. Ça peut aussi évidemment être un poids pour l'individu, ça peut être à la fois une chance mais aussi un poids pour l'individu. Donc ça fait partie des choses auxquelles je viendrai. Pour faire son bonheur, peut-être qu'il faut se défaire de certaines choses. Peut-être que pour être heureux, il faut aussi apprendre à être dans le moment présent. Je ne sais pas si vous en seriez d'accord avec cette... Non? C'est important pour vous? Qu'est-ce qui fait que c'est si crucial pour d'être dans le moment présent et que c'est si difficile parfois? Qu'est-ce qui fait que c'est l'une des clés du bonheur et que pourtant, ça me paraît très simple, pour être heureux, pour être heureuse, il faut être dans le moment de sa propre existence. Oui, d'accord, une fois qu'on a dit ça. Pardon? Avoir une certaine lucidité. Alors, je ne sais pas si ça rend heureux d'être lucide. Je pense à une phrase de René Char, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil.
Mais on pourrait penser que peut-être, oui. Pourquoi c'est si important d'être dans le moment présent? De ne pas pouvoir profiter du moment présent. Ah oui, tout à fait. Alors c'est l'un des grands paradoxes. Oui, monsieur? Il faut échapper aux remords et aux regrets. Échapper aux remords et aux regrets. Oui, alors, sachant que le thème de la différence entre les remords et le regret, c'est une des grandes questions, parce qu'il y a une différence profonde entre le remords et le regret de ce point de vue-là, mais effectivement, il y a tout ce qui peut nous hanter. Alors, c'est difficile de se défaire totalement du passé quand même, et puis je dirais, il y a aussi il y a toutes les nuances des sentiments dans la vie humaine. Je prends l'exemple de la nostalgie. La nostalgie, c'est quelque chose de doux amer. C'est à la fois un bonheur et une tristesse. Je vous cite un extrait célèbre de Victor Hugo. Alors Victor Hugo, il parle, dans les mots que je vais citer, plutôt de la mélancolie. Mais je trouve que ces mots-là s'appliquent très bien plutôt à la nostalgie. C'est tiré de son roman Les Travailleurs de la mer, où il dit la mélancolie, mais moi je pense à la nostalgie, est un crépuscule. La souffrance se fond dans une sombre joie. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Mais moi, je pense que c'est plutôt la nostalgie que la mélancolie. Il y a aussi parfois un bonheur teinté de tristesse qui nous fait nous replonger dans les temps passés. Donc, se couper entièrement de son passé ou le mettre, le balayer d'un revers de la main, c'est pas forcément la chose qui nous garantit d'être heureux. Il y a une difficulté qui est parfois, il y a cette tristesse teintée de bonheur à se rappeler des moments qui ne sont plus. Et donc la nostalgie en fait partie. Alors effectivement, il y a un grand paradoxe. Il y a un grand paradoxe qui a été souligné très bien par un auteur qui est Blaise Pascal. C'est vrai que Blaise Pascal nous dit mais le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore, le seul temps qui existe c'est le présent. Et on existe au présent, mais on ne vit jamais dans le temps de sa propre existence. Parce qu'on passe notre temps dans la rétrospection, ou dans la prospective, dans l'anticipation, dans le fait de se projeter vers les actions à venir, etc. Et on ne peut pas vraiment blâmer les êtres humains parce que, effectivement, dès qu'on agit, dès qu'on fait un mouvement, dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on est tourné vers une action, le simple fait de tourner le regard, de tendre la main, de saisir un objet, on est toujours dans l'instant qui suit. C'est difficile d'être pleinement dans le moment vécu, dans le présent. Et pourtant, c'est l'une des clés de l'existence humaine. Alors, il a des formules lapidaires et totalement, j'allais dire, déprimantes. Donc, je ne résiste pas à vous les citer. Alors, ce passage est précédé de toute une explication. Pascal nous dit « Nous ne tenons jamais au temps présent, nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour rater son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt. Si imprudent que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres, et ne songeons point au seul qui nous appartient. Et si vain, il est dur quand même, que, je ne sais plus exactement la formule, nous nous concentrons sur ceux qui ne sont plus et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. » Et donc Pascal finit par conclure ce passage par cette formule un peu lapidaire. « Nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paradoxe de la vie humaine, c'est que le bonheur, il est toujours là-bas plus loin, et il n'est pas ici maintenant. Il y a tout ce que je n'ai pas encore acquis, fait, réalisé, vécu, etc., que je désire qui n'est pas là, et tout ce qui est là n'est pas digne de mon intérêt. Et donc je suis toujours soit dans la rétrospection, soit dans la prospective, et jamais dans l'adéquation du temps de ma propre existence. Et c'est ce qui fait que le bonheur me fuit. Et voyez un peu le paradoxe, si je voulais vraiment insister, c'est le fait que parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, c'est le fait de poursuivre le bonheur qui fait qu'on le perd. C'est le fait de poursuivre le bonheur comme étant quelque chose qui est là-bas, plus loin, qui doit nous attendre, qui n'est jamais présent, on n'en a jamais assez. Et c'est l'idée de cette poursuite qui, d'une certaine façon, fait qu'on moque un peu le coche. Ça s'oppose totalement au carpe diem, carpe diem antique qui nous vient du poète latin Horace, qui vantait le fait de se concentrer sur le jour présent. On a cette idée donc de Pascal tirée de ses pensées. Il y a aussi un très beau moment qui se trouve dans les rêveries du promeneur solitaire. C'est dans la 5e promenade. Si vous voulez la relire, parce
parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui m'ont demandé des textes. Si d'ailleurs vous les voulez à la fin, ou si vous voulez être un peu dans la boucle, petit moment promotionnel, pardonnez-moi, si vous voulez être un peu dans la boucle des prochaines animations, n'hésitez pas à venir me voir et à me laisser votre adresse mail sur le petit papier qui est là. Je serai de nouveau à Rochefort, j'y pense maintenant, mais sur un thème qui sera la valeur ou le prix, dans un autre lieu. Voilà. Je ferme ici la parenthèse, qui n'a rien à voir avec Rousseau. Alors Rousseau, dans les rêveries du promeneur solitaire, dans la 5e promenade, raconte le bonheur qu'il a à un moment de se sentir exister. Alors le passage est célèbre, il est fameux, il est souvent donné quand on est prof en terminale, parce que c'est un sentiment tout à fait particulier, c'est pas une sensation, c'est pas une émotion. Je sais que c'est... mais je pense que de toute façon, toutes et tous, vous le vivez, vous l'avez vécu, c'est le pur sentiment d'exister. Tout à l'heure, je parlais de la joie de vivre, avoir la joie de vivre. Et Rousseau décrit ce sentiment de bonheur tout à fait particulier, qui est le bonheur de se sentir exister. Alors il est sur l'île de Saint-Pierre, sur le lac de Bienne en Suisse, et donc il est dans un coin charmant, et puis il descend des cimes de l'île, et puis il va se poser sur la grève, et il décrit cet état où il éprouve ce bonheur qui n'est pas lié à un plaisir, qui n'est pas lié à une douleur, une fluctuation de l'âme, qui n'est pas lié, si vous voulez, à quelque chose qui vient heurter sa sensibilité, mais qui est le fait que dans cette situation, le sentiment d'exister va l'emplir tout entier. Et c'est un très beau texte, donc je ne peux que vous inciter, si vous ne le connaissez pas, à vous replonger dedans. Je n'ai pas pu le mettre dans son intégralité, hein, bien sûr, je n'ai pas pu le citer intégralement, j'en ai pris juste une partie. Et ce que Rousseau dit, c'est qu'il dit quelque chose de très intéressant, c'est que ce qui va produire en lui cet effet hypnotique, c'est le flux et le reflux de l'eau qui va venir comme neutraliser son esprit. Vous savez, comme dans l'hypnose, où on fait se concentrer l'esprit sur le souffle ou sur quelque chose qui va venir focaliser les pensées et faire décrocher ce qu'on appelle le mental. Et Rousseau, dans cet état de neutralisation de sa sensibilité, dans ce rythme régulier des vagues, du ressac, hein, du flux et du reflux, éprouve le pur sentiment d'exister. Et il revient donc dans ce moment présent où le temps s'abolit, d'une certaine façon. S'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière, où le temps ne soit rien pour elle, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, que celui seul de notre existence. C'est cet état-là qu'il vit dans les rêveries du promeneur solitaire. Donc, apprendre qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on peut, hein, ça c'est Schopenhauer, c'est ce qu'on apprend par le cours de la vie, la nature de notre volonté, notre caractère, ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Parfois on l'apprend un peu à ses dépens, hein, il faut se brûler pour... Parfois on rencontre un mur, puis on se dit non, ce n'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi, c'est pas ma place. Apprendre à être dans le moment présent, ça je vous l'ai déjà dit, poursuivre le bonheur, c'est peut-être le perdre. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre qui renforce nos chances d'être heureuse ou d'être heureux? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises ou faites qui vous ont donné le sentiment de satisfaction, cette dynamique du bonheur, de l'épanouissement, et si oui, lesquelles? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises ou voilà, qui vous ont donné ce sentiment-là? Ou bien pas du tout? Oui. Le lâcher-prise. D'accord. Qu'on apprend en vieillissant. Oui, d'accord, c'est une conquête, tout à fait. Ah, madame qui est tout au fond. Pratiquer la gratitude. C'est intéressant, c'est-à-dire de remercier pour les choses qui nous sont données. Alors, même pour celles qui nous sont... Donc c'est un état d'esprit pour vous. C'est apprendre la gratitude. Oui, alors c'est intéressant, ça fait un peu écho à ce qu'on avait vu tout à l'heure, Montesquieu, il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent, alors même qu'ils en jouissent. C'est un exercice, par exemple, de quoi vous pourriez témoigner
du point de vue de la gratitude. De quoi vous vous sentez, comment dirais-je, gratifié. Et là, effectivement, on trouve un ensemble de choses qu'on peut formuler, qui ne viennent pas forcément à la conscience, et dont pourtant, effectivement, on jouit, ou qui font partie de notre situation, de notre condition. Être fidèle à des aînés. Être fidèle à ses aînés. Oui, Mais c'est un plaidoyer pro domo, là. C'est pour vous que vous défendez ça. Les Lévinas sont 67 pour moi. C'est Lévinas? Les Lévinas Oui. sont 67 67. à la fac de Poitiers. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Face au trotskisme, il Ah, est face au resté trotskisme. digne dans ses bottes lui-même. Pour moi, c'était un homme accompli. D'accord. Comme j'étais son étudiante, je me dois d'accueillir ce qu'il a été et de le prendre comme une valeur que j'ai à continuer et à transmettre. Ça, je vois, parce qu'il y a une inspiration. En plus, il a fait face aux trotskistes. Oui, oui, oui. Hein, quand même. C'est pas rien. Et puis il a tout de même continué sa vie dans le moralisme particulier. Tout à fait. Donc il y a des figures d'inspiration qui effectivement peuvent nous montrer une voie de dignité, comme vous le... Voilà. Oui, Cécile. Alors moi, je rajouterais qu'il faut garder son âme d'enfant, qu'il faut prendre des risques, et qu'en fait, le bonheur, pour moi, ça ne concerne que moi, c'est une succession de petits plaisirs. Une succession de petits plaisirs. Mais en même temps, tu dis prendre des risques. Oui, c'est important, parce que prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort, c'est aller dans des endroits qu'on n'aurait pas soupçonnés, et là, peut-être que la surprise de la vie fera qu'on rencontrera le bonheur. C'est être ouvert aux choses qui sont nouvelles, effectivement. Ça n'a... Le voyage, des situations comme aujourd'hui. Qui peuvent être nouvelles, effectivement, ou de créer quelque chose... tout à fait. Il y a une phrase célèbre d'Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre des effets différents ». C'est vrai. Donc il faut être prêt parfois, je ne dis pas à renverser la table, mais parfois à faire des choses un peu différentes pour apprendre peut-être autre chose effectivement de la vie, ou de ne pas rechigner à sortir un petit peu du sentier qui est tout tracé. Et donc il y a une part peut-être insécurisante aussi dans la conquête du bonheur. Non, oui. Alors, le bonheur est-il donc cet état d'esprit, cette disposition qu'on peut apprendre, ou cette aptitude sur laquelle on peut travailler? Il y a un philosophe très important qui en a beaucoup parlé, c'est un thème vraiment important de sa réflexion, c'est le philosophe Alain. Et Alain, dans ses propos sur le bonheur, a plusieurs chapitres sur la participation active qu'on peut avoir. Alors, prêtez bien attention. Il y a un chapitre, je crois que c'est le chapitre 28, qui s'appelle Aristote, peu importe, où il dit la chose suivante. Faire, puisqu'on est faire son bonheur, etc. Faire et non pas subir. Subir, c'est la version passive du bonheur, etc. Faire et non pas subir, tel est le fond de l'agréable. Mais parce que les sucreries donnent un petit plaisir sans qu'on ait autre chose à faire qu'à les laisser fondre, beaucoup de gens voudraient goûter le bonheur de la même manière et sont bien trompés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Alain nous dit, on a une image du bonheur comme étant consumériste, quelque chose qui est doux, agréable, qu'on n'a qu'à consommer, qui nous est donné, et qui n'est pas quelque chose à faire. Et la thèse d'Alain, je vais vous poser une question à ce sujet, c'est qu'il prend l'exemple justement de la plus grande passivité apparente. C'est la position de la spectatrice, du spectateur. Vous êtes assis, d'ailleurs ça se tombe bien, vous êtes assis. Vous êtes assis, vous êtes devant un spectacle, je sais pas, théâtre, ballet, chorégraphie, enfin ce que vous voulez, ou vous êtes devant un tableau. Et Alain nous dit, c'est un plaisir en apparence passif, il y a certes une activité d'attention de l'esprit, etc., pour suivre le cours de l'action, pour suivre le film que vous regardez, pour regarder la toile, bien sûr. Mais Alain nous dit, on a d'autant plus de plaisir, même en position de spectateur ou de spectatrice, qu'on est partie prenante de l'action qui se joue.
Ça veut dire quoi? Je prends ces exemples. On a d'autant plus de plaisir à écouter une musique qu'on se l'est appropriée, qu'on la fredonne. On a d'autant plus de plaisir à voir une exposition de dessin que soi-même on barbouille un petit peu. On a d'autant plus de plaisir à regarder une partie d'échecs qu'on joue soi-même. On a d'autant plus, si vous voulez, de plaisir à regarder une pièce de théâtre qu'on s'intéresse en général au théâtre. On n'est pas simplement, on a vu la lumière, on a poussé la porte, on est là, on ne sait pas ce que... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que même les plaisirs qui en apparence sont liés à une position passive sont d'autant plus grands qu'on prend une part active à la réalité qu'on regarde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On est dans le moment présent, oui, mais est-ce que vous êtes d'accord que, par exemple, si vous peignez, vous allez être plus sensible à la peinture, si vous jouez de la musique, vous allez être plus sensible à la musique, si... j'ai plutôt les exemples d'Alain en tête, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou plutôt pas? Avec l'idée que c'est cette part active de nous-mêmes qui, même dans le plaisir de la contemplation, est quelque chose qui va augmenter le plaisir de cette contemplation. On peut critiquer. On peut comprendre le cheminement aussi de l'autre. On peut comprendre le cheminement de la personne, tout à fait. Oui, Mireille. On peut se mettre à la place plus facilement si on pratique l'activité. On peut se mettre à la place de la personne et oui, tout à fait. Donc il y a une capacité à lire, à être impliqué. Donc vous êtes plutôt d'accord avec ça? Oui, madame. Vous aurez davantage d'exigences. Ah, donc vous serez moins satisfaite alors. D'accord. Bien traité. D'accord, tout à fait. Personne ne le dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de membres de l'UTL et que participer aux activités de l'UTL favorise peut-être le bonheur. Oui, alors, c'est une favorise, c'est vrai. Et là, il y a du voyage, il y a de l'activité physique, il y a plein de choses, il y a des rencontres. Donc il y a des bonnes adhérents dans la salle, personne ne le disant, je le... Ce qui est fou, c'est que les personnes l'ont vraiment pensé, mais ne l'ont pas dit. Et ça, c'est voilà, peut-être par pudeur aussi, je ne sais pas. Donc, d'accord. Alors, moi, je me souviens avoir exposé cette idée. En l'occurrence, c'était une jeune femme qui m'avait dit, je ne suis pas d'accord avec cette idée. C'était dans un dialogue philo, parce qu'elle m'avait dit la chose suivante. Moi, je fais de l'équitation. Et depuis que je me suis mis à l'équitation, maintenant, quand je regarde un concours d'équitation, j'analyse tout. Alors qu'avant, j'avais du plaisir à regarder le spectacle d'équitation. Maintenant, j'analyse tout. Je suis vraiment dans une vision analytique. Ça me retire un petit peu du plaisir esthétique que j'avais quand j'arrivais. J'étais un peu plus naïve, où j'avais moins de connaissances, j'étais moins dans l'analytique. Donc, c'est un petit peu à double tranchant. Oui, madame. Oui, tout à fait. Non, vous avez raison. Parfois, on ne connaît pas le sujet pour avoir un moment de ravissement. On n'est pas obligé de connaître. Non, c'est pour ça que je vous dis, c'est la thèse d'Alain. Et je vous donne son argumentaire qui n'est pas sans pertinence, évidemment. Si on s'approprie une musique, on a d'autant plus de plaisir si on arrive à la chanter. Elle fait partie de nous, etc. Si on pratique le dessin ou la peinture, on aura un œil d'autant plus aiguisé pour voir la beauté de quelque chose. C'est pas faux. Mais ça a aussi peut-être une limite quand ça crée un effet de distanciation par rapport aux choses qu'on regarde. Alors, Alain dit la chose suivante. On dit que le bonheur nous fuit toujours. Cela est vrai du bonheur reçu parce qu'il n'y a point de bonheur reçu, mais le bonheur que l'on se fait ne trompe point. Et donc pour Alain, ce qui est important vis-à-vis du bonheur, c'est de le faire, c'est d'être dans le faire, dans l'agir, dans la disposition, si vous voulez, qui nous rend actifs, et de ne pas être simplement dans une position passive. Repensez à l'exemple de la sucrerie. C'est vrai que moi j'aime bien les sucreries, donc ça c'est quand même c'est pas de peau. Mais ce serait bien si on pouvait consommer le bonheur comme une sucrerie, mais c'est pas possible, nous dit Alain. D'abord, parce que le bonheur est intensifié par l'action, le fait qu'on est partie prenante de l'action qui se joue. Alors attention, il faut que l'activité soit quand même librement consentie. Alain n'est quand même pas déconnecté de toute réalité sociale. C'est quand une activité humaine est librement consentie, et donc pas subie par le poids de la nécessité, etc., qu'elle peut être un facteur d'accomplissement, de bonheur, d'épanouissement, évidemment. Mais il y a quelque chose de très intéressant, alors là je
je suis assez convaincu par sa thèse. N'hésitez pas à me contredire si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez tort, mais vous avez le droit. Non, je plaisante. Je suis assez convaincu par sa thèse, je trouve qu'il est bon, et il est bon plaideur là-dessus. Il dit qu'en fait, le bonheur, pour être connu, implique parfois du déplaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se passionne. Prenez toutes les choses qui peuvent vous passionner. Ça peut être une langue étrangère, le jardinage, ça peut être, je sais pas moi, les romans, la musique, la couture, enfin ce que vous voulez, le sport, etc. Il dit de toute façon, dès qu'on veut progresser et apprendre dans une discipline, il y aura forcément des moments de déplaisir, parce qu'il y aura forcément des écueils, il y aura forcément, si vous voulez, des difficultés pour rentrer dans une matière, se l'approprier. Donc avoir la vision du bonheur comme étant une succession uniquement, hein, bien sûr c'est important, le plaisir, il faut qu'il y ait le goût. Il faut qu'il y ait le goût quand même. Mais le goût n'est pas forcément le plaisir immédiat. Il faut avoir du goût pour l'activité qu'on fait, suivre ses goûts, dans une activité évidemment librement consentie, et poursuivre ce goût en dépit des difficultés qui peuvent se présenter pour s'approprier une discipline, une matière, une action, une activité, si vous voulez, dont on va tirer du bonheur. C'est pour ça qu'il a cette phrase que je trouve géniale et que je vous cite. Le bonheur est comme une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. Parce qu'ils n'ont pas cherché tout de suite à être heureux, à être heureuses, à avoir tout de suite du plaisir. Ils ont suivi leur goût, ils ont suivi leur inclination. Ils ont poursuivi ce goût en approfondissant une matière, une discipline, une activité, etc. Ils se la sont appropriés et ils ont fini par en tirer beaucoup de plaisir ou beaucoup de bonheur. Si on est comme un instrument de musique, il faut travailler son instrument de musique, même si on a du goût pour l'instrument de musique. Oui, il faut un peu faire ses gammes. C'est pas uniquement toujours une partie de plaisir, comme on dit. Donc cette phrase, elle est, je trouve, géniale parce qu'il y a toujours un élément de conquête dans le bonheur. Parfois, on perd ça de vue, que le bonheur n'est pas à conquérir. Hein. Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. Je pourrais presque finir là-dessus, mais non, puisqu'il reste encore une troisième partie. Oui, madame. Ensuite, monsieur, le dépassement de soi est déjà une conquête, c'est déjà une victoire, et déjà un sentiment de gratifiant. On parlait de gratitude avec madame. Il y a quelque chose de gratifiant dans l'apprentissage, dans les progrès, et le fait de dépasser des difficultés, c'est très gratifiant. Donc, il y a des choses qui sont très gratifiantes dans la vie, quand on a réussi quelque chose qui nous a quand même coûté des efforts, qui nous offre ce bonheur de l'estime de soi, du contentement, et c'est pas toujours une succession de plaisirs. Mais ça finit par donner un grand sentiment de satisfaction. Oui, monsieur. Oui, j'avais retenu que Marguerite Yourcenar disait un peu la même chose, en disant que le bonheur, on l'avait interrogé sur le bonheur, ça l'énervait un peu, peut-être elle avait dit, le bonheur est un sous-produit. Le bonheur est un sous-produit. On se retrouve heureux, mais en fait, c'est pas ce qu'on cherche. C'est exactement ça. Le bonheur est un sous-produit. Alors, il y a dans sous-produit, il y a sous, mais il y a les dimensions de... Mais c'est vrai que le bonheur est finalement ce qui vient gratifier quelqu'un qui a poursuivi ses goûts, ses inclinations, ses tendances, ses penchants, et qui, en allant au bout de son apprentissage et de son activité, finit par éprouver cette forme de satisfaction qui n'était pas, comment dirais-je, ce qui était donné au début. Donc finalement, oui. Alors pour faire son bonheur, il faut se défaire. De quoi faut-il se défaire pour être heureux, pour être heureuse? Je commence par un paradoxe, toujours tiré de Montesquieu. Vous allez me dire, je suis obsédé par Montesquieu, pas du tout. Mais je trouve qu'il a une formule très intéressante. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Si l'on ne voulait qu'être heureux, cela serait bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que les autres. Et cela est presque toujours difficile, parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. Vous avez 2 heures. Je reviens tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas qu'on veut être heureux, on veut être plus heureux que les autres. Est-ce que ça vous parle ou pas? Je vois certains que je connais qui disent non, pas du tout. Non, on ne regarde pas la voiture du voisin? Jamais? Ah, d'accord, pardon, je pensais. Oui, madame. Variable d'un individu à l'autre, tout dépend de son histoire personnelle, des exigences que l'on peut avoir à l'égard
de la vie d'une façon générale. Donc, non, je ne vais pas retenir. Les gens ne se regardent pas pour savoir ce qui... Non. Ils se regardent pour quel résultat, ce qu'ils peuvent en tirer personnellement. Je vois ce que vous voulez dire. Personnellement. Oui, c'est peut-être un mauvais calcul. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que ce qui nuit à la... Pardon ? Le bonheur n'est pas une compétition. Le bonheur n'est pas une compétition. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, c'est bon signe, et c'est bien. Pardon ? Plus heureux que les autres, ça veut dire qu'on finira avant l'autre, plus heureux. Qu'on finira, pardon ? Plus heureux que les autres. Oui, plus heureux que les autres. Ça veut dire qu'on va être premier. Oui. Non. Non, c'est... Alors, ce que dit Montesquieu, c'est que justement, ça nuit au bonheur. C'est l'un des empêchements du bonheur. C'est ce qui contrarie le bonheur, le fait de le connaître, de le ressentir, que d'être dans une dimension rivalitaire, concurrentielle avec les autres. Cette idée de... Je ne dis pas que vous êtes là-dedans, vous êtes au-dessus de ça. Mais, je veux dire, mais autour de nous, on voit... Parfois, ça quand même, je parlais des réseaux sociaux, les gens, ils en font une vitrine de leur propre existence, parfois. Donc il y a quand même, je ne sais pas votre cas, je sais, on parle des autres, ceux qui sont au-delà, des fenêtres, de l'auditorium, les gens. Oui. Oui, madame. D'accord. Par rapport aux autres, Sacha Guitry avait un mot assez cruel. Pour être heureux dans un train bondé, il ne suffit pas d'être assis, encore faut-il que les autres soient debout. Tout à fait. Pour être heureux dans un train bondé, il ne suffit pas d'être assis, encore faut-il que les autres soient debout. C'est parfait. Et il y avait madame aussi qui voulait dire quelques mots, madame, juste là. Oui, mais le malheur des autres peut nous rendre malheureux quand même. Tout à fait. Parce que ce qu'on voit en ce moment dans les guerres, en écologie et tout ça, ça nous rend malheureux. Moi, Oui. personnellement. Tout à fait, puis c'est peut-être un mauvais calcul aussi. Mais c'est justement Montesquieu, justement, alerte là-dessus. Oui. Il avait quel âge, Montesquieu, Quand il a écrit ça, pourquoi ? Parce que plus on est âgé, plus on est sage, oui. Bon, tout le monde sera d'accord ici, je pense. Mais en fait, ce que dit Montesquieu, c'est que on a tendance aussi à voir l'herbe comme étant plus verte ailleurs. Et on se fait, alors très important, on se fait une idée du bonheur des autres, et c'est même plus profond que ça. On poursuit souvent une image du bonheur. Et il y a aussi une célèbre formule, je ne l'ai pas mise, de Schopenhauer, toute chose est belle à voir, quand on la transforme en image, et difficile à être. C'est-à-dire que si on poursuit le bonheur comme une image, on se trompe sur la nature du bonheur, qui est d'abord un sentiment d'exister, un rapport à la réalité. Et l'un des grands écueils du bonheur, c'est de poursuivre une image du bonheur. Et c'est ce sur quoi alerte Montesquieu. Peut-être faut-il se défaire aussi de l'empressement, de la dispersion, de l'agitation, de l'inconscience touchant la valeur du temps. Je vous ai mis une citation célèbre de Sénèque, « Rien n'est moins l'affaire des gens affairés que de vivre ». Je me souviens que j'avais fait un dialogue philo sur prendre le temps pour soi, et à la fin, une personne qui était à la retraite, une dame, était venue me voir, et elle m'avait dit, ça m'a éclairé, c'était intéressant, merci. Elle m'a dit, je n'ai pas un moment à moi. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, mon agenda est rempli. Et en fait, en discutant avec elle, je m'étais rendu compte que finalement, elle avait reproduit à la retraite, finalement, je parlais d'empressement, d'agitation, l'emploi du temps et des créneaux horaires qu'il y avait dans sa vie professionnelle, si vous voulez. Et donc, elle remplissait les créneaux horaires de son agenda, et elle me disait, mais j'ai pas un moment pour moi. Et donc, je me disais, ça, c'est assez étonnant, finalement, parce que le grand luxe de l'existence, et la denrée rare qui permet d'être heureux, c'est le temps. C'est le temps dont on a le libre emploi, si vous voulez. Donc on parlait d'activités librement consenties. Oui, madame. Oui, on a beaucoup dénigré l'ennui, et notre société veut combler ce vide abyssal qui peut être l'ennui par faire.
l'ennui, c'est un moment de bonheur aussi. On a peur de l'ennui, c'est vrai, tout à fait, on a peur de l'ennui. Et puis, pour reprendre Sénèque, ça s'est tiré de ses lettres à Lucilius, citation, « Quel homme me citeras-tu qui mette un prix au temps, qui estime la valeur du jour, qui comprenne qu'il meurt chaque jour ?» C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que souvent, finalement, on est très économe de ses sous et on dilapide son temps pour des choses qui n'ont pas vraiment de valeur. Et Sénèque dit, mais soyez, c'est la formule qui est destinée à Lucilius, qui est son jeune correspondant, il lui conseille d'être comptable de son temps et d'en connaître la valeur pour bien en disposer et pour l'utiliser à des fins qui lui permettent de se sentir accompli. Peut-être faut-il aussi se défaire de certaines peurs. Et donc, pour faire son bonheur, le simple volontarisme ne suffit pas. Il y a parfois j'allais dire, il faut recourir à une aide, parfois une aide psychologique ou une aide amicale, une aide bienveillante, qui fait que on arrive à se défaire de certaines peurs, dans lesquelles on est peut-être enfermé tout seul ou toute seule, finalement, aussi. Il y a une dimension relationnelle dans la conquête du bonheur. J'aime bien cette formule d'Épicure, le soin de bien vivre et celui de bien mourir ne font qu'un. Pourquoi? Parce que pour Épicure, vivre en ayant peur de mourir, c'est se gâcher la vie. Et donc, réfléchir à la mort ou se défaire, exorciser la peur de la mort, c'est aussi d'une certaine façon curatif et ça permet le bien vivre. Donc quand on parle des peurs, alors Épicure il parle de la peur de la mort, mais il y a les autres peurs finalement. Parmi les choses dont on peut se défaire, outre l'empressement, l'agitation, la dilapidation du temps, l'inconscience de sa valeur, il y a aussi les angoisses existentielles et celle de la mort en fait partie au premier chef. Peut-être aussi revenir à l'essentiel, se défaire de certains désirs non nécessaires, des choses auxquelles on s'accroche et qui peut-être ne nous sont pas données et qui font que peut-être on manque l'essentiel. On parlait du sentiment de gratitude, cet exercice de la gratitude qui permet de revenir peut-être à l'essentiel. Donc avoir ce sentiment de l'essentiel. Et puis se défaire de notre tendance à la négativité. J'allais dire, c'est tellement facile d'être dans la négativité. Je pense que tout le monde y arrive. J'espère que c'est votre cas. Voilà. Mais c'est très difficile d'être dans la positivité. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose, une aptitude à travailler. C'est aussi quelque chose dont parle beaucoup Alain. Il y a un texte célèbre, vous le retrouverez sur Internet si vous intéresse. Il s'appelle « Sous la pluie ». Pensez à vous, je ne sais pas, en hiver, quand il commence à pleuvoir, vous n'avez pas votre parapluie. Et bien justement, il écrit là-dessus, sous la pluie. Et lui, il conseille la chose suivante, alors c'est dur à appliquer, de vous dire une bonne petite pluie. Super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit la chose suivante, d'abord, 1, vous tomberez moins malade du fait de la pluie. 2, vous serez moins malheureux. Et puis, ça va créer une dynamique positive. Il dit, bon, évidemment, vous ne pouvez pas changer le comportement de la pluie, mais si vous faites ça avec les autres humains, si vous les abordez avec quelque chose de positif, en retour, ils vont vous donner quelque chose. Donc, la négativité, c'est aussi quelque chose d'important. Voilà. Ça veut dire être son meilleur ami. Alain le dit très bien. Si vous aviez un ami, et s'il se plaignait amèrement de toute chose, je ne sais pas si vous avez des amis qui se plaignent. C'est rare, mais ça existe. Si vous aviez un ami, et s'il se plaignait amèrement de toute chose, vous essayeriez sans doute de le calmer et de lui faire voir le monde sous un autre aspect. Pourquoi ne seriez-vous pas un précieux ami pour vous-même? Être son propre ami, ça n'est pas si simple d'être son propre ami. Je suis obligé de passer à la conclusion parce que le temps m'est compté. Je termine par deux choses. Pourquoi être heureux? La question n'a pas vraiment de sens, parce qu'on a vu avec Aristote qu'on veut être heureux pour être heureux. Le bonheur se suffit à lui-même. On désire être accompli pour s'accomplir, pas pour autre chose. Mais la question, pour qui être heureux? Il y a une très belle pensée qui dit que finalement c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire par amour, de promettre à quelqu'un qu'on va être heureux, parce que c'est très difficile. Et c'est pas du tout égoïste, parce que c'est offrir à l'autre son propre bonheur qui va rayonner sur la personne et contribuer à rendre cette personne heureuse. Et donc le bonheur personnel,
qui peut être un travail, un cheminement, c'est pas du tout une perspective uniquement individuelle ou individualiste, c'est aussi quelque chose qui est un don qui va rayonner sur les autres et contribuer au bonheur des autres. Donc le bonheur, il est relationnel, évidemment. C'est une source de motivation qui peut être puisée dans notre relation aux autres. Alors attention, paradoxe, on peut s'ennuyer d'être heureux. J'espère que vous avez la sophistication à la fois d'être heureux et de vous ennuyer de votre propre bonheur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Non? Jamais? Ah, écoutez, c'est dommage parce que c'est la fine bouche. Je termine là-dessus, justement. Il y a un texte célèbre de Rousseau tiré de son roman La Nouvelle Héloïse. C'est le personnage féminin qui s'appelle Julie ou La Nouvelle Héloïse, qui se marie, qui s'appelle donc Madame de Volmar. Elle a tout pour elle. Elle a un mari bien de sa personne, qui a une bonne fortune, elle a des enfants qui sont plaisants, un beau domaine, un très joli jardin d'ailleurs, qui nous est décrit dans le roman. Bon, elle est très heureuse, elle a tout. Bon, elle s'ennuie. Elle s'ennuie et elle dit la chose suivante, elle écrit à son ancien amant qui s'appelle Saint-Preux, une lettre célèbre dans laquelle vous pourrez vous plonger, si vous notez les quelques petites phrases, là vous allez retomber dessus, sur cette lettre assez incroyable, assez belle aussi. Elle dit « Je ne vois partout que des sujets de contentement, et je ne suis point contente. Une langueur secrète s'insinue dans mon cœur. Je le sens vide et gonflé, comme vous disiez autrefois du vôtre. L'attachement que j'ai pour tout ce qui m'est cher ne suffit pas pour l'occuper. Il lui reste une force inutile dont il ne sait que faire. Cette peine est bizarre, j'en conviens, mais elle n'en est pas moins réelle. » Et elle termine « Mon ami, je suis trop heureuse. Le bonheur m'ennuie. » Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire... J'ai entendu chiant. Oui, c'est la version moderne. Mais, alors si vous voulez le texte, c'est dans la partie 6, la lettre 8, vous pourrez trouver ce texte qui est magnifique, qui est très bien écrit. Rousseau, il règne par le style, bien sûr. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur, on disait que c'est une conquête, mais c'est pas une conquête comme un trophée qu'on peut poser. Il faut pas que ça reste un état figé, évidemment, et avoir toujours quelque chose à désirer, parce que le bonheur est toujours à conquérir. C'est pas quelque chose qui est statique, le bonheur. Et donc la leçon que tire ce personnage, c'est que il faudrait qu'elle continue à pouvoir désirer des choses qu'elle n'a pas encore, pour se donner une dynamique personnelle. C'est pour ça que, quand on parlait des choses à apprendre, des perspectives, des activités qu'on poursuit, ça ouvre quelque chose qu'on peut toujours faire ou refaire, ou un apprentissage qu'on peut toujours parfaire. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée à vous.